il y a aussi une difficulté au cœur de nos entretiens, au cœur de cette causerie, qui par contre ne dépend pas de l'intervenant ou de sa lecture, mais qui dépend aussi de la chose même, de la matière dont nous discutons. Et il s'agit de l'ordre théorique en général. Je vais m'expliquer très rapidement. Quand Marx écrit au traducteur du français du Capital, il le met en garde. Il dit il a beaucoup d'admiration pour les Français, et il se présente lui-même comme une synthèse de 3 traditions européennes, en l'occurrence. Hein. Alors je laisse la parole à Marx. Il dit que son initiative est un peu la confluence de la tradition économique anglaise. L'économie politique est une science relativement récente. La tradition politique française, pour laquelle il y avait une énorme admiration. Et troisièmement, la tradition théorique allemande, surtout bien sûr à une période philosophique d'une exceptionnelle densité qui précède Marx, qu'on a pu appeler l'idéalisme allemand, mais enfin qui est en gros le post-kantienne. Voilà. Donc il ne faut jamais oublier que si Marx fait la différence avec ses contemporains qui se contentent de déplorer la misère des uns, il faudrait que Niaka Faucon va revenir sur des points même généreux, mais je veux dire qui en sont à ce qu'on appelle en philosophie le devoir être. Il faudrait que ce soit comme ça. Niaka Faucon, c'est le devoir être, vous voyez, sans analyser ce qui est d'abord. Si vous regardez bien, Marx il est surtout connu pour avoir écrit non pas sur la révolution communiste, non, il a écrit le Capital. Voilà ce qui se passe là maintenant, que ça nous plaise ou pas, ça ne nous plaise ou pas, ça ne lui plaisait pas à Marx, l'exploitation capitaliste, hein, puisqu'il en est le principal adversaire à son époque. Mais, si on veut s'en débarrasser, le modifier ou le remplacer, il faut commencer par savoir ce qui est, et l'analyser. Et c'est un peu ce qu'a fait aussi toute l'histoire des sciences qui ont débouché sur une pratique efficace. Si l'astronomie est devenue ce que nous savons, si elle a quitté la fantasmatique astrologique dans l'Antiquité, c'est précisément parce que, au lieu de regarder les étoiles en haut d'une tour de 80 mètres en pensant qu'on va les voir mieux, c'était le cas des Babyloniens, c'est un énorme apport mathématique. Mais, je veux dire, l'astronomie, elle fait un détour par l'abstraction, par le difficile, par le théorique, par des équations. Et c'est par des équations qu'on connaît mieux le Soleil, n'est-ce pas, qu'en le regardant, je vois un truc rond comme une assiette, en gros, il ne doit pas être si loin que ça. Voilà. Donc ça rappelle qu'il y a aussi une difficulté qui tient compte de ce que nous soulevons. Et quand Marx met en garde le traducteur français du Capital, c'est parce qu'il sait que les Français n'ont pas la tête théorique, surtout à ce moment-là. C'est-à-dire, ils ont la tête près du bonnet, comme il dit, ça c'est un hommage, c'est l'expression avoir la tête près du bonnet, Marx le cite en français. Et il reprend ça d'ailleurs de Hegel, ça veut dire se mettre assez vite en colère. La tête près du bonnet. Et s'il insiste là-dessus, il reprend une comparaison de Hegel à propos du rapport entre les Français politiques et les Allemands théoriques. Je laisse les Anglais pour l'instant de côté, et la théorie économique. Marx dit, nous, les Allemands, nous sommes profonds. Bien sûr, nous sommes profonds. Nous pensons l'activité des autres. Les Français ont fait la révolution, nous pensons leur révolution. Mais eux, ils l'ont faite. Vous voyez? Donc, c'est pas du tout, je ne suis pas du tout en train de dire qu'on va s'égarer dans la théorie de l'abstraction pour le plaisir. Mais voilà, il y a aussi une nécessité de faire un effort pour se familiariser avec des notions, non pas parce qu'elles sont seulement abstraites ou compliquées, mais simplement aussi, et c'est assez marxien ce que je vais dire, si je peux me permettre, parce qu'elles vont à l'envers de ce que l'idéologie dominante nous fait penser depuis notre naissance. Il ne faut pas oublier. Donc il y a cette difficulté-là qui est une difficulté idéologique, qui n'est pas une difficulté proprement technique, si vous voulez. Alors, j'enchaîne rapidement sur, puisque j'ai entendu parler d'ésotérique et d'exotérique, ça tombe bien, j'enchaîne sur ce fait qu'on ne peut pas non plus contourner, et qui est spécifique de l'image qu'on a de Marx depuis l'apparition de ses premières publications et de ses combats. C'est que cette œuvre, par rapport aux œuvres de n'importe quel philosophe ou théoricien ou économiste, a une double réception, a toujours connu une double réception. Une réception dans le mouvement ouvrier, très tôt, il faut pas oublier que c'est Marx qui a organisé avec les syndicats de son époque, en Allemagne, en Angleterre aussi, la première internationale, il ne faut pas oublier.
Ça, c'est pas un travail de théoricien, c'est un travail d'organisation. Unification. N'oubliez pas la dernière phrase du manifeste, elle est tellement célèbre qu'on l'oublie. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. C'est plus dur. Arrêtez de vous laisser diviser en hommes contre femmes, Hutus contre Tutsis et Corses contre Français. Le capitaine ne rêve que de ça. Il fait tout pour ça. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Je le rappelle au passage. Ça ne veut pas dire dites toutes la même chose, hein, mais mettez-vous d'accord sur l'essentiel. Donc, il y a cette double réception qui ajoute à la difficulté de l'œuvre de Marx. Tantôt, c'est une réception dans le mouvement ouvrier. Il faut voir comme le nom de Marx a commencé à circuler avec une popularité dans la classe ouvrière à partir au moment de la Commune de Paris, quand ils ont su que Marx attachait une énorme importance à ce qui était en train de se passer, ça a même modifié et accéléré quelques visions de Marx. Première réception, la réception de Marx dans le mouvement, dans l'action revendicative. Deuxième réception de Marx chez, je simplifie énormément, hein, et donc ce que je dis est toujours un peu abstrait, un peu faux, un peu général, tant qu'on ne détaille pas, chez les intellectuels, hein, c'est ça, le mot est un peu vague, je me comprends, dès son époque et jusqu'à aujourd'hui, et plus que jamais, même à la faveur de la crise, on l'a vu qu'il n'y a jamais eu, je crois, on a un libraire parmi nous, je crois qu'il peut témoigner, il y a longtemps qu'on n'a pas vu autant de publications autour des idées de Marx qu'en ce moment, hein, ça poisonne de tous les côtés, sans doute parce que le capitaine me montrait du doigt. Alors, chez les intellectuels, précisons un petit peu, chez les économistes, hein, y compris pour le critiquer, pour le descendre en flamme, ou pour l'analyser, ou pour émettre des contre-arguments, chez les économistes, il y en avait avant Marx, hein, chez les philosophes, chez les anthropologues, c'est pas tout à fait la même réception. D'ailleurs, cette double réception a fait dire à certains marxistes contemporains qui, au lieu comme moi de les prendre ensemble, ces deux réceptions qui sont pour moi complémentaires et indissociables, plein de passages de Marx où il dit qu'il n'y a pas une théorie pure, l'action relance la théorie et la théorie guide l'action, un va-et-vient dialectique entre les deux. Certains, au contraire, ont cru opposer, au lieu de mettre en relation de complémentarité, certains marxistes actuels, je pense à Kurtz par exemple, ont voulu opposer, bonjour, la réception dans le mouvement ouvrier et la réception chez les intellectuels. Très rapidement. La réception du mouvement ouvrier aboutissant qu'à cette horreur qu'est le goulag. C'est un raccourci un peu rapide. Et c'est pour ça que moi je préfère en parler en termes de complémentarité. Non pas du tout pour donner mon opinion à la place de celle de Kurtz, mais pour être fidèle à ce que dit Marx, c'est que les deux sont absolument indissociables. L'activité militante permet de faire des avancées théoriques plus rapides que ne le feraient certains intellectuels. Je donne un exemple. Marx dit par exemple que la théorie de la plus-value, on va voir tout à l'heure que c'est le cœur même de son analyse et c'est son apport décisif à la théorie économique. La théorie de la plus-value, il dit c'est bizarre, un grand professeur de philosophie peut mettre 20 ans à ne pas la comprendre, alors qu'un ouvrier la comprend très vite. Vous voyez que pour Marx, il n'y a pas les ouvriers d'un côté qui prennent ça parce que ça les arrange, mais qui ne comprennent rien au grand philosophe qu'est Marx. Et de l'autre côté, quelques intellectuels qui sont de plein pied avec ce grand philosophe qu'est Marx. Voilà. Donc, après cette introduction sur, qui essaie de rassembler le Marx exotérique, celui qui est ouvert à tout le monde, en particulier au mouvement ouvrier, et puis un Marx qui serait ésotérique réservé qu'à ceux qui ont fait des études de philo, ce que Marx réfute, bien sûr. Il a bien écrit l'histoire de la philosophie. Hein. Voilà ce que je veux dire. Donc, pour en arriver au cœur de ce côté que certains appellent ésotérique, disons au cœur de l'œuvre théorique de Marx, indépendamment de son œuvre de militant ici, même si pour lui c'est lié, bien sûr. Je crois même qu'il n'a jamais aussi bien milité que lorsqu'il a abhorré sa théorie de la valeur, si vous voulez. Le cœur de cette théorie marxiste, elle est dans la théorie de la valeur et dans les lois de la plus-value qui en découlent. Mais je ne vais pas l'introduire tout de suite dogmatiquement. J'aimerais par courtoisie que les questions qui ont été posées, et qui nous dit très bien Dominique Mazuet, ont eu des réponses un peu frustrantes vu le temps qui était imparti la dernière fois, et comme ça s'est précipité. Je voudrais repartir de la question, je crois que c'est Simone qui avait posé cette question, de la différence entre activité et travail, qui va nous amener un petit peu au cœur
de la théorie de la valeur. Bien. Donc, je reprends, mais sans le noyer cette fois dans les digressions, je reprends la distinction que j'ai faite la dernière fois entre le travail qui aboutit à un produit qui a une valeur pour un autre que moi, et qui est donc échangeable, et qui est susceptible de devenir une marchandise. Et vous savez où on l'échange? Au marché, c'est là que ça vient, hein, le marché. Et le travail, j'avais pris l'exemple de celui, je sais pas, qui gravait le visage de sa belle sur un arbre ou je sais pas quoi, je veux dire, ou le travail qui aboutit à un objet qui n'a de valeur que pour celui qui le fait, et qui donc n'a pas de valeur économique, marchande, d'usage. Alors, comme on va s'embrouiller si on continue comme ça avec le mot valeur, voyons tout de suite que la difficulté, elle est à l'intérieur même du mot valeur, que nous allons maintenant... Il est coupé en deux. Quand vous dites qu'une soupe est bonne, qu'elle a de la valeur, c'est ce que vous la trouvez délicieuse. Vraiment, c'est ce qu'on appelle la valeur d'usage. Et comme dit Marc, la valeur d'usage, elle ne se réalise, très précis ce que dit Marc, elle ne se réalise qu'au moment de la consommation. Et si je prends les objets qui nous entourent en termes de valeur d'usage, on est frappé par leur côté hétéroclite. Ce sont les différences chimiques, physiques, biologiques, si je parlais de la soupe de poisson par exemple, qui font que la soupe ne va pas avoir le même usage que le tournevis. Vous voyez, il y a des différences qualitatives. Alors que lorsqu'on parle de valeur d'échange, bizarrement, tous les goûts, les choses semblent être toutes en vis-à-vis. On peut très bien dire, n'est-ce pas, que le livre que j'achète à la librairie de Dominique a pour valeur l'équivalent de 8 paquets de cigarettes. Il n'y a qu'à comparer les prix. C'est un beau livre, là, déjà. Oui. Je souhaite d'en vendre beaucoup. Prix militaire, c'est mieux. Voilà. Donc, et là, tout d'un coup, toutes les différences qualitatives disparaissent comme par magie. Je peux échanger des cigarettes contre un livre. Et ça, il y a 2000 ans déjà, Aristote avait vu que la valeur d'une sandale est double. Lui, pour l'exemple des sandales, à son époque. Les sandales qui sont à la mode en ce moment, les sandales antiques, hein, les sandales dites romaines. Bon, Aristote dit, il y a deux manières, il y a deux usages de la sandale. Soit je m'en sers pour marcher, soit je m'en sers pour l'échanger au marché contre une autre marchandise. Il avait très bien vu. Aristote, c'est un des plus grands efforts d'intelligence qu'on ait jamais vu. Hein. Mais il n'arrivait pas à résoudre l'énigme. Il ne comprenait pas, en bon grec à l'époque, comment on pouvait échanger un lit contre 4 cochons. C'est parce qu'il disait, le cochon c'est une certaine qualité, c'est une finalité, les lits en a une autre, comment on peut échanger l'un contre l'autre. Donc, la grande trouvaille de Marx, c'est d'avoir creusé la question de qu'est-ce qui fait la valeur non pas d'usage cette fois, mais la valeur d'échange, celle qui a une incidence en économie. Parce qu'encore une fois, une chose qui n'est une valeur que pour moi, n'est pas une marchandise par définition, par hypothèse. Et en voulant creuser la notion de valeur, oui, alors, par commodité, quand on parle de valeur d'échange, on dit valeur tout court, on ne précise pas valeur d'usage. Parce qu'en économie, on ne parle pratiquement que de la valeur d'échange. Hein, si je dis valeur sans préciser, c'est une convention entre nous, mais qui remonte aux théories économiques de l'époque, y compris à Marx. Une commodité entre nous, c'est je dis valeur sans préciser, il s'agit de la valeur d'échange. La valeur d'or, marchande, échangeable. Sinon, je préciserai. Mais si je dis le livre que m'a offert ma mère à Noël quand j'avais 9 ans a de la valeur pour moi, ça n'a rien à voir avec une valeur d'échange. Je l'échangerai contre rien. Donc, en creusant cette notion, qu'est-ce qui peut y avoir de commun entre ça et la table, bon sang, hein, parce que c'est pareil, hein, on peut dire que la lunette c'est un tantième de la table, vous voyez, en termes de prix, on peut très bien calculer la quantité de lunettes, même 4,7, j'en sais rien, ou 20,8, qui donnerait l'équivalent de la valeur de la table. Et le premier résultat qui fait un pas dans la réponse à la question de la valeur, c'est le fait que ce qu'il y a de commun à tout ce qui nous entoure, et c'est le tout début du Capital commence par là,
ce qui nous entoure, c'est une énorme, je cite Marx, accumulation de marchandises. Alors le propre d'une marchandise, c'est d'avoir été le résultat d'un travail. Ça ne suffit pas hein, pour trouver encore ce qu'il y a de commun. Ça met sur la voie. Ça met sur la voie, mais pas de n'importe quel travail. Parce que j'ai vu aussi que je pouvais travailler toute la journée à titre personnel et fabriquer une chose qui n'avait d'intérêt que pour moi. Mais d'un travail qui est commun à toutes les marchandises. Qu'est-ce qui peut être commun? Et c'est justement ce qu'on ne voit pas. Parce qu'on les voit, les différences qualitatives. Vous voyez bien que ça c'est en bois et ça c'est en fer, que ça c'est valable pour l'œil, c'est empirique, comme on dit en général. Par contre, il y a quelque chose d'invisible qui est l'essence même de la marchandise qui ne se montre pas parce que c'est pas qualitatif, c'est quantitatif. C'est le temps de travail qu'on met à le produire. Qu'on mette une minute, une heure ou un an, ne change rien à l'affaire. Et je vous l'énonce d'abord dogmatiquement tel que Marx l'écrit, la théorie de la valeur, parce qu'elle tient d'une phrase, et je préfère partir d'une phrase de Marx, quitte à revenir en arrière, à analyser les mots comme on avait fait la dernière fois pour la production sociale de l'existence, là. Je préfère venir à la formulation de Marx, parce qu'elle a le mérite d'être claire, hein, et donc toutes les questions peuvent se poser. La valeur d'une marchandise est proportionnelle au temps de travail social nécessaire à sa production. Je répète, la valeur d'une marchandise est proportionnelle au temps de travail social nécessaire à sa production et donc inversement proportionnelle au développement des forces productives. Voilà, on va essayer de parler français maintenant. Alors, premièrement, temps de travail social. Je crois que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ça commence à être familier pour nous, depuis que nous nous entretenons ensemble. Seul un travail social, c'est-à-dire je crois qu'il y a un outil et une marchandise qui peut servir à un autre que moi, et créateur de valeur, premièrement. Valeur plus courte, c'est une valeur d'échange. Et quand il dit, et inversement proportionnel à l'état des forces productives, eh bien oui, il est évident que une nappe faite par ma grand-mère à la main, une broderie, hein, je veux dire une nappe brodée et puis faite avec la machine, je veux dire ça va beaucoup plus vite. Et donc le temps de travail lui-même fonction, n'est-ce pas, du développement des forces productives. Plus les forces productives sont développées, moins il faut de temps, et ça se mesure, on n'est pas dans la métaphysique là. Le temps ça se mesure. Moins il faut de temps pour la produire, et donc plus sa valeur diminue. C'est pour ça qu'il dit inversement proportionnel. Voilà. C'est ainsi que la riche industrie cotonnière, qui était la plus grande du monde, l'industrie cotonnière indienne, des Indes, je veux dire, bien sûr. Au XIXe siècle, c'était les Indes, au point que nos anciennes le savent, il y avait une époque où pour une cotonnade, on disait une indienne. Eh bien, l'économie cotonnière indienne a été ruinée, Marx l'a très bien analysé, par Manchester à Londres. Quand les Anglais, n'est-ce pas, concurrencer le coton anglais avec des machines que les hindous ne pouvaient pas suivre. C'est évident que la tonne de coton s'est effondrée assez vite et les hindous ne pouvaient plus écouler leurs produits. Donc, vous voyez, de manière très concrète, ce que veut dire la valeur d'une marchandise est... Bonsoir, madame. La valeur d'une marchandise est proportionnelle au temps de travail social nécessaire à sa production et inversement proportionnelle au degré de développement des forces productives. Voilà, je vous énonce abstraitement de manière générale, mais c'est le cœur de la théorie de la valeur. Alors, Marx n'est pas seul à l'origine de la théorie de la valeur. Parmi les économistes, on les appelait classiques, les grands économistes anglais qui ont placé les Marx depuis la fondation, il n'y a pas que des Anglais, hein, les Français, les physiocrates, en fait, c'est essentiellement les Anglais, parce que c'est là que la réflexion économique s'est développée le plus tôt avec la révolution industrielle qui a commencé en Angleterre. Parmi les économistes anglais, Ricardo, hein, qui vient après Adam Smith, et avait très bien compris que le temps de travail était la clé au problème de la valeur. C'est pour ça que si on en reste là, on n'a pas encore compris ce qui est, non pas important, je veux dire que c'est capital avec la valeur, mais ce qui va être décisif. Et là, je vais en arriver à la plus-value. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair, Simone. Il y a des tas de textes de Marx là-dessus, mais je veux dire... il y a 1000 activités qui n'ont aucune incidence marchande, heureusement d'ailleurs,
et où on peut s'épanouir sans qu'on soit dans la guerre économique et dans la concurrence et dans l'exploitation. Je crois pas. Le bénévolat. Absolument, absolument. Descartes, je ne m'égare pas, on est au cœur du problème. Descartes, qui a l'air d'être bien loin des problèmes sociaux du XVIIe siècle, qui appartient à une époque où il y a une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. On a pensé au caractère de la bruyère comme un peu dans l'éternité. Le bourgeois, le paysan, le seigneur, le roi. Descartes n'empêche, quand il fait le bilan de son apprentissage scolaire, avec une certaine ironie, ce qui veut faire comprendre qu'il n'a rien appris de solide, etc. Il fallait tout recommencer à zéro, sur une table rase, tabula rasa, avec son doute systématique. Descartes fait une exception pour les mathématiques. Il a été, bien sûr, vous savez, un des plus grands acteurs de l'histoire des mathématiques, puisqu'on lui doit rien moins que ce sur quoi travaillent tous les ingénieurs d'aujourd'hui, les graphes cartésiens. Oui. Y', Y', X', c'est une mention des graphes. D'unir, j'ai pas la géométrie, c'est pas notre sujet. Ce qui est notre sujet, puisqu'on parle de travail et de valeur, c'est que Descartes dit, je me plaisais surtout aux mathématiques, après avoir critiqué la rhétorique, la poésie, la théologie, à cause de la certitude et de l'évidence de leur raison. Bon, là, on sent l'abstraction, le mathématicien, la certitude et l'évidence de leur raison. Ça a l'air d'être un jeu de l'esprit. Mais je ne remarquais pas encore leur vrai usage. Tiens, voilà l'usage qui revient. Usage, ça vient de us, utis en latin, et utile vient du même mot. Dire qu'une chose a un usage ou une utilité, c'est la même chose. Et dans l'utilité, il y a ut en latin. Je ne vais pas vous faire un cours de latin, mais tous ceux qui ont dit latin savent que ut, ça veut dire d'abord et avant tout, il y a 1000 sens de ut, c'est dans le Gaffio, c'est là où il y a le plus de pages. Afin que, ut suppose un but, une visée. Appelez ça comme vous voulez, une fin, comme on dit chez Kant et en philosophie, une finalité. Je ne remarquais pas encore leur vrai usage. Ah, qu'est-ce que Descartes appelle le vrai usage des mathématiques? Et pensant qu'elles devaient servir surtout aux arts mécaniques, il n'y avait pas encore de révolution industrielle, loin de là, et qu'elles devaient faciliter le travail des hommes, je m'étonnais de ce que leur fondement était aussi solide, on n'ait rien construit dessus de plus relevé. Donc, vous voyez que le problème de la marchandise, de l'usage, et le fait dont le progrès technique en soi, c'est là qu'on va voir le problème politique qu'on n'a pas encore posé, si la technique ne s'était pas appropriée, les moyens de production, les forces productives par le corps marxien n'étaient pas appropriés à des fins privées, pour l'instant, si je puis dire, à des fins qui n'intéressent pas l'ensemble de la collectivité, n'est pas en soi condamnable. Ce qui est condamnable, c'est la manière, on l'avait esquissé un petit peu la dernière fois, c'est pour ça que je tiens à y revenir, ce qui est condamnable, c'est la répartition de la richesse produite par les forces productives selon le régime de propriété, mais non pas politique, dans lequel on vit. Ainsi, et là je vais faire plaisir aux écologistes, un coup à gauche, un coup à droite, et je le pense très sincèrement, Marx est le premier à dire que la nature fait partie du procès de production. Il dit une phrase toute simple, jusqu'ici on n'a jamais pêché des poissons dans des eaux où il n'y en avait pas. Et il dit même que la nature est la source de toute richesse. Ne faites pas dire à Marx seul le travail qui aboutit à une marchandise que je peux échanger, produit de la valeur et donc de la richesse. Ne confondez pas richesse et valeur, ça c'est actuel dans la crise. La crise nous permet aujourd'hui de voir où est la vraie richesse. Vous voyez, je fréquentais assidûment un ami qui est dans une maison de retraite et qui a la chance d'être entouré de beaucoup d'amis et d'avoir des échanges, si vous voulez, intellectuels, amicaux, etc. Alors que la majorité de ses compagnons de misère dans la maison de retraite sont des pauvres, vous vous en doutez, abandonnés par la famille, les amis. Où est la vraie richesse? Là, on voit bien que c'est la relation humaine qui est la grande richesse qui fait que l'un a le moral et l'autre, n'est-ce pas, moi, ça déprime dans l'artifice qu'il peut. Donc, richesse et valeur, ne me faites pas dire que Marx dit que le travail est à l'origine de toute richesse. C'est la nature qui est à l'origine de toute richesse. Mais attention, c'est pour ça que Marx se distingue des naturalistes. On peut tenir compte de la nature, ça c'est des naturalistes. Attention, je veux dire, la nature, elle est bien l'origine de toute richesse. De même que, si vous êtes un peu plus abstrait, la matière est à l'origine de toute forme.
qu'avec le même bois, on aurait pu faire une cuillère en bois, une table, bon, peu importe. Mais il faut bien une matière au départ. Je ne peux pas tenir ici dans ma main gauche la forme du cendrier et ici sa matière en verre, par exemple. Je veux voir. On peut les distinguer, on ne va pas les séparer, chez Aristote. Donc, bien sûr que tout part de la nature. Mais l'origine n'est pas la vérité d'une chose. Quand on vous demande ce que c'est que l'Amazone, vous ne regardez pas le petit pissou qui était sa source. Vous savez, tous les grands fleuves se ressemblent à leur source. Vous remontez un grand fleuve, vous arrivez à ce qu'on appelle un cône de réception, pour parler comme géographe, on ne sait plus très bien là, si c'est ce petit filet qui me coule entre les doigts ou celui qui est à 2 mètres à côté, qui est vraiment l'origine de l'Amazone. Question oiseuse. L'Amazone commence justement quand plusieurs filets se sont réunis, et c'est là qu'elle devient le fleuve auquel vous pensez quand je dis l'Amazone, ou le Nil, ou le Rhin, ou la Loire, ou le Rhône. Un puissant fleuve, c'est pas un petit bisou. Donc, et il y a une notion assez actuelle, très à la mode dans les années 60, que je vous récite ici. Ces choses-là sont toujours déjà complexes, toujours déjà complexes. Il n'y a pas une origine pure et simple. Je prends l'exemple des fleuves ici qui me semble transparente, surtout votre source. Je prends un deuxième exemple, c'est le jazz. Pour pas qu'on perde le fil, je vous rappelle que je suis en train de dire oui à la nature, source de toute richesse, mais source seulement. Vous voyez le fil, pourquoi je parle des fleuves. Deuxième exemple, le jazz. Un des miracles musicaux du XXe siècle, sans doute sans faux. Il y a des subjectifs, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, donc je dis gratuitement, sans doute la musique classique du XXe siècle. Je pense dans les conservatoires dans 30 ans, on verra que les grands classiques ne sont pas, beaucoup, moi personnellement, je voulais des sciences, mais c'était le monde de Charles Bach. C'est une autre histoire. Eh bien, le jazz, miracle au double sens de merveille et d'exception. Quelle est l'origine du jazz? Tout le monde vous dit c'est l'Afrique. J'ai vécu 40 ans en Afrique. J'ai travaillé avec beaucoup de musiciens africains. Eh bien, pas du tout. Il n'y aurait jamais eu le jazz sans l'Afrique, c'est certain. Seulement, il y a plus de boîtes de jazz dans la seule ville de Tokyo que dans tout le continent africain, premier point, par exemple. Et pour que le jazz apparaisse, il a fallu le grand fleuve africain, le song anglais. Le song, c'est une structure, nous n'égarons pas là-dessus, une forme de chanson A, A, B, A, on ne va pas s'attarder. Mais ce qui est important pour vous, pour nous, puisqu'on parle de Marx, c'est que la clientèle à l'époque pour les musiciens de jazz, c'était ceux qui voulaient entendre des refrains qui étaient pour eux bien connus, des tubes, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas, qui venaient de la comédie musicale américaine, hein, vous en connaissez plein. Et s'ils voulaient gagner leur vie, il fallait qu'ils sachent les jouer, etc. Donc là, c'est plus la musique africaine, il y a le son anglais. Qui sait que le ragtime vient de la polka, donc de la polonaise? Les premiers joueurs de ragtime sont des gens qui jouaient des polkas. Regardez bien, ça n'arrive pas trop à temps dans les pays. Et c'est la réunion de tout ça qui fait la magnifique impureté du jazz. Méfiez-vous de ceux qui ont une origine pure, comme ça n'existe pas. Il y a toujours déjà complexe. Toujours déjà complexe. Hein. Une chose n'est ce qu'elle est qu'à partir du moment où plusieurs choses ont commencé à la constituer. Et l'exemple du fleuve et du jazz, voilà quoi. Je veux dire, si on remonte aux sources du jazz une à une, si je vous retrouve avec la polka c'est quand même pas du jazz, n'est-ce pas? Le tartame africain, et Dieu sait si j'ai travaillé dessus, c'est d'une complexité beaucoup plus grande, beaucoup plus complexe qu'on ne croit. Les polyphonies pygmées sont au moins aussi compliquées que l'art de la fugue de Bach, croyez-moi. Mais ce n'est pas du jazz. C'est la réunion de tout ça, à cause de ce que vous savez, la traite négrière, etc. Hein, et toi le négro, là, tu vas aller au temple, hein, le dimanche, d'abord tu vas enlever d'abord tu vas t'habiller, et tu vas mettre tes frusques là, et puis tu vas chanter quoi? Le choral du Tyrien. Qu'est-ce qui est dans le temple? Qu'est-ce qu'on chante? Le choral protestant, une grande tradition, qui n'a rien à voir avec l'Afrique, c'est vrai, qui remonte à Luther, qui disait que la musique était le principal office divin après la théologie, ce qui nous a valu la grande tradition des musiciens allemands, et voilà. Mais l'Africain est l'esclave d'origine africaine qui arrive et qui est docile. Mais quelle résistance, sa manière à lui de résister. Oui, je vais chanter le choral. Ben, il va chanter le gospel, il va créer quelque chose que personne n'avait jamais entendu. Il va chanter faux le choral protestant. Il va chanter selon la gamme qu'il a, c'est une question technique, je ne vais pas vous attarder là-dessus, la gamme qu'il a dans la tête où il n'y a pas les demi-tons, tout ça. Il ne va jamais arriver tout à fait à faire le choral protestant, il va faire tout à fait autre chose, mais bon sang, il va nous laisser le gospel miracle. C'est sa forme de résistance. Et c'est quand même amusant. C'est une histoire épouvantablement tragique, celle de la traite négrière. C'est comme extraordinaire de voir que ce qui fait danser les Blancs le samedi soir sur la planète entière, enfin, le week-end, sur la planète entière depuis pratiquement presque un siècle maintenant,
Alors, ce sont des musiques issues de la négritude. C'est quand même extraordinaire que l'ancien esclave, n'est-ce pas, pour la première fois dans l'histoire musicale mondiale, dans une boîte de nuit de Tokyo, de Paris ou d'Abidjan, on joue à peu près les mêmes tubes entre Michael Jackson avec les pop, on joue les mêmes tubes entre 22h et 2h du matin. Voilà, donc il faut bien se dire là-dessus, la nature est à l'origine de toute richesse. Mais la nature, ce n'est que l'origine. Très hegelien ce que je dis pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, Jean Saint-Pierre. Il est clair que Hegel se moque toujours de ceux qui croient trouver la vérité d'une chose en remontant à l'origine. Ce qui n'est que le commencement et le moment le plus faible de la chose, dit tout le temps Hegel. Ce qui compte, c'est le développement que ça va prendre. Bien sûr que tout le glen, le chêne est dans le gland, j'y arrive pas. C'est un lapsus. Donc tout le chêne est dans le gland, bien sûr, en puissance, comme disent ceux qui s'intéressent à l'origine. Tout est là déjà. Oui, mais moi je ne fais pas ma sieste à l'ombre du gland. Le développement, ce qui vient après, ça compte aussi. Bien sûr que le beau rosier que j'ai dans mon jardin a toutes ces déterminations préfigurées dans le germaine, bien sûr. Mais enfin, si vous ne l'aviez pas arrosé avec amour, si vous ne l'aviez pas coupé les mauvaises branches, si vous n'avez pas travaillé, tout ça, la réalité, la plante réelle, elle n'a pas seulement de la nature, elle a aussi beaucoup de travail. Ce rosier, je crois. Voilà. Donc, nature, origine de toute richesse. Il ne faut pas oublier que le marxisme est un matérialisme. Et là, je fais une deuxième parenthèse. Pas une digression, une parenthèse qui creuse ce que je viens de dire. Il y a une énorme confusion, surtout, on en discutait, avec l'omniprésence du mot nature dans nos sociétés contemporaines, et les enjeux que ça peut recouvrir. Il y a une énorme confusion entre nature et matière. Alors, comme ce n'est pas le sujet central aujourd'hui, je me contraindrai de cette va pas comme une provocation, mais je ne vous la fais pas du tout dans un esprit provocateur, mais en toute logique, en toute cohérence. La nature est postérieure à l'histoire humaine. Oui, je n'ai pas dit la matière. Je ne suis pas idiot. Comme Marx, je suis matérialiste. Je ne dis pas que l'homme comme ça est arrivé, qu'il a créé la nature, j'ai pas dit ça. Je veux dire que si on distingue des fleurs naturelles des fleurs artificielles, ça n'éprouve le besoin de dire qu'elles sont naturelles. Hein. C'est là pour les fleurs, c'est là pour les poitrines, parce que maintenant on peut faire des poitrines artificielles. Pour le besoin de dire, moi j'ai une poitrine naturelle. Si on éprouve le besoin de faire la distinction, c'est que il existe déjà des fleurs artificielles, sinon on n'éprouvera pas le besoin de préciser que celles-là sont naturelles. Il a fallu être extérieur à la nature pour nommer la nature. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc le mot nature ne vient qu'ici qu'au brouillé. Qu'on dise, pour être rigoureux, il y a de la matière. Il y a de la matière naturelle, alors là ça marche, les fleurs naturelles, et il y a de la matière qui vient de l'histoire, du travail artificiel, culturel, ce que vous voulez. Là c'est déjà plus juste. Mais il n'y a pas comme ça une nature qui aurait précédé l'homme. Il y avait un univers, d'ailleurs les savants ne s'encombrent pas, ils appellent ça nature, machin, univers, ce que vous voulez, pourvu que ça corresponde à vos équations. Hein. Donc c'est pour ça que nous sommes responsables, non pas en science, mais dans le champ idéologique, de la précision des mots que nous employons. Voilà, et je tenais à ce distinguo nature-matière. Parce qu'en remplaçant matière par nature, il y a ce NAT qui vient de naître, naissance, qui donne un côté religieux à l'affaire qui n'est pas scientifique du tout. Il y a un côté maternel, nourricier, etc. Vous voyez, pas besoin d'être psychanalyste pour voir tout ce qu'on peut investir de la notion de nature. Voilà. Donc, pour en revenir à la théorie de la valeur, je ne crois pas qu'on l'ait quitté, au contraire, parce que Marx dit quand même la première source de richesse, c'est quand même la nature, mais comment cette richesse devient valeur? Voilà, on y revient. Eh bien, c'est qu'elle a subi une transformation. Cette matière de départ, elle a subi un travail. Et le grand avantage de la théorie de la valeur telle que je l'ai énoncée un peu comme un théorème tout à l'heure, ou comme une notion, comme une définition, le grand avantage, c'est que ça se prête à la confirmation ou à l'infirmation. On n'est plus en métaphysique, là, on n'est plus dans la foi ou dans la morale, ou dans les valeurs morales. Le temps de travail, ça se mesure. Horloge, chronomètre, ce que vous voulez, mais ça se mesure. Et rappelez-vous que la plupart des grandes luttes sociales depuis la naissance de la société industrielle jusqu'à aujourd'hui
pas toutes, mais la majorité, les plus acharnés, tournent autour précisément de l'augmentation et de la diminution de ce temps de travail. Regardez le débat sur la retraite. Toujours, l'enjeu reste encore, il faudrait que vous travailliez plus quand même. Hein, regardez, il y en a qui ont la retraite à 67 ans, 82 ans, c'est encore mieux. Alors, à partir du moment où j'ai fait ce distinguo nature-matière et qu'on revient à la notion de valeur, je reprends donc cette définition de la théorie de la valeur, je la répète parce que je n'ai pas malheureusement un grand tableau en lettres lumineuses pour l'écrire, ce serait plus simple. Je me permets de signaler au passage que grâce au dévouement et à la gentillesse, pardon, je te fais rougir de Dominique Mazuet qui va balancer cette causerie sur le net, il a la gentillesse, pour ceux qui ont visionné le premier montage, de faire défiler des textes abstraits et difficiles qu'on a du mal à saisir oralement la première fois. Les paroles s'envolent, les écrits demeurent, comme ça dit. Volant verba scripta manent. Donc merci pour tout le monde, au nom de tout le monde, pour le fait qu'on ait le temps, n'est-ce pas, de réfléchir un petit peu à ces notions et les assimiler plus vite que cette parole dont Rimbaud disait que comprendre à ma parole, il faut qu'elle fuit et vole. Voilà, l'écrit demeure. Pour passer de la théorie de la valeur au mystère de la plus-value, là il y a d'abord de Marc, la théorie de la valeur, Ricardo avait bien vu que le temps de travail nécessaire à la production d'une chose, c'était la clé de ce qu'il y avait de commun à toutes les marchandises qui nous environnent. Elles expriment, pour parler comme Spinoza, elles expriment tout un certain temps de travail. Et donc, en ce sens, elles sont comparables et donc échangeables entre elles. Et en ce sens seulement. Mais vous voyez, leur point commun est invisible. Pourquoi? Parce que là, je vois cette table-là comme résultat, je vois pas l'histoire qui la précède. Ça, le marchand se garde bien de me la mettre. Pardon, le marchand. Mais voilà, comme intérêt, on ne sait pas si c'est si je suis un négrier qui fait faire ça par un Sri Lankais dans mon atelier derrière, ou si ça a été fait avec une machine qui en fait 20 par heure. Vous voyez, c'est pas précisé, le résultat est là. Mystère. Qu'est-ce qui est mystère? L'essentiel, ce qui détermine la valeur tout court, marchande de ces choses. Donc, si je repars de cet énoncé, la valeur d'une marchandise est proportionnelle au temps de travail social nécessaire à sa production et donc inversement proportionnelle au développement des forces productives. Et si la nature, c'est pour ça que je commençais par ces deux points, est la source de toute richesse, très bien. Mais si c'est la source de toute richesse, et si les valeurs marchandes sont produites par la manière dont nous transformons cette nature, dans ce cas-là, l'enjeu politique, c'est bien la propriété des moyens, des équipements, des moyens, ça peut être des personnes, hein, rappelez-vous de l'esclavage, hein, des moyens de production. Les moyens de production permettent de recouper aussi bien les forces productives vivantes qu'inertes. Hein. Donc, à partir du moment où il pose le problème de la propriété, c'est le premier théoricien qui l'a affirmé avec force dans le champ philosophique. On n'en parlait pas en philosophie de ces choses-là, à la rigueur, on commençait à en parler en Angleterre, quelques économistes, je pense à Rousseau bien sûr, hein. Quelques économistes en parlaient en termes techniques de la propriété de manière fantasmée. Rousseau est le premier à le mettre au centre du débat. Et c'est pour ça qu'il était si mal vu à son époque, y compris par les esprits les plus éclairés de son époque, par les intellos, comme on dirait aujourd'hui, de son époque. Comme Voltaire. Oui, Voltaire, qui, je lui rends hommage parce qu'il a combattu l'infâme, c'était ça devise écrasant l'infâme, c'est-à-dire l'intolérance, le fanatisme. Même un Voltaire, prophète de la tolérance, et plus farouche adversaire, que je lui rends hommage, il dit voilà, il a montré dans l'affaire Calas admirablement, du fanatisme, demande la tête de Rousseau sur un billot, dans la fameuse lettre aux citoyens de Genève, là, je veux dire, quand Rousseau a osé critiquer son intention d'établir un théâtre à Genève, Voltaire, tout ce que sa gloire philosophique d'aujourd'hui, c'était rien pour lui à côté de son rêve, c'était d'être Racine, quoi, c'était un peu tard. C'était un peu tard. Son rêve, personne ne lit les tragédies de Voltaire, je vous rassure, mais lui, son rêve, c'était qu'on lui fasse des compliments sur ses pièces, bien sûr, il a le droit, avec tout, hein. Chacun notre narcissisme, notre vanité. Et lorsque Rousseau s'est opposé à ce projet de créer un théâtre à Genève, non pas parce qu'il était anti-festif, hein, on veut en faire passer pour le puritain, c'est pas le sujet dont je l'insiste, mais parce qu'il voulait dire qu'il y a les fêtes populaires qui sont bien plus intéressantes pour rassembler les gens et qui donnent du spectacle que votre théâtre où il y a le plus d'éclat
il a demandé la tête de Rousseau sur un bio, il a demandé pour lui qu'il soit ce qu'on appelle à l'époque, qu'il soit l'objet d'une prise de corps, ça veut dire qu'il soit immédiatement arrêté et exécuté. Peine de mort, peine capitale. Vous voyez, pourquoi avoir une... C'est que c'est le seul des philosophes des Lumières qui s'attaque au problème de la propriété, j'y reviens. Alors que tous les autres, pour eux, la propriété, c'est un droit naturel. Ben oui, je suis né, mon père posait des usines, il est naturel que j'ai l'usine. Et là, vous voyez... Tu veux que je lise? Oui, très volontiers. Donc je vais lire C'est la voie idéale pour ça. le passage de qu'a distingué, de Rousseau qu'a distingué Dominique. Oui, alors juste pour l'introduire, Oui, tout de même, si tu le textes. vous connaissez tous, puisqu'on parle de propriété, la fameuse phrase de Proudhon, que les libertaires adorent, la propriété c'est le vol. Ça veut dire que, je reprends mon exemple de la dernière fois, c'est pour introduire, hein, le mineur qui a craché 50 ans ses poumons dans les usines et qui s'achète sa première couleur à la retraite quand il a la chance d'y arriver, qu'il n'est pas mort de la silicose, n'est-ce pas, est un voleur. Mais Rousseau va corriger. Rousseau qui s'est attaqué à la propriété autrement que Proudhon, croyez-moi, va corriger ce qui manquait dans la phrase de Proudhon. Vas-y. Tu peux dire peut-être aussi dans quel ouvrage? Dans les Milles, hein, excusez-moi, dans les Milles, vous savez que le sujet, les Milles est le premier exemplaire d'un genre qui va faire florès après le XIXe siècle, ce qu'on appelle un Bildungsroman en Allemagne, un roman de formation montrant le sujet de sa naissance, etc., et qu'on voit son évolution progressive dans ses contacts avec le monde et les autres. Hein, les grands successeurs sont le Wilhelm Meister de Goethe, de Jean-Christophe de Robert Roland, il y en a plein après. Ou l'éducation sentimentale du commun. Celui qui mange dans l'oisiveté ce qu'il n'a pas gagné lui-même, le vole. Et un rentier que l'État paye pour ne rien faire ne diffère guère, à mes yeux, d'un brigand qui vit aux dépens des passants. Hors de la société. En dehors d'eux, hein. En dehors de la société, donc modernisée, l'homme isolé, ne devant rien à personne, a droit de vivre comme il lui plaît. Mais dans la société, où il vit nécessairement aux dépens des autres, il leur doit en travail le prix de son entretien. Cela est sans exception. Travailler est donc un devoir indispensable à l'homme social. Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon. Ah ben nous y voilà, à Proudhon. Fripon, voleur, c'est pareil. Ah oui, mais il y a un petit mot en plus, tout citoyen oisif est un fripon. Il était passé un peu vite son travail quand même l'autre. Enfin quand même, parce que si on prend la phrase de Proudhon, sans l'énorme détermination qu'apporte Rousseau pour y donner un contenu concret, si on prend que la phrase de Proudhon, écoutez, c'est un hommage au parasitisme à ce moment-là. Je m'explique. J'étais, je raconte une anecdote, j'étais en Afrique, peu importe dans quel pays, en Afrique subsaharienne, et dans une zone de forêt où j'enseignais, et je dis que ce qui est important pour comprendre la suite, et il y avait pas mal de planteurs italiens qui étaient là d'ananas. Et nous étions chez un planteur qui nous dit tiens, j'ai entendu que la radio, ils ont des radios parce qu'ils sont isolés là-bas, en brousse, les radio-émetteurs, et j'ai entendu des compatriotes italiens, ils traversent le Sahara, j'ai entendu discuter entre eux, je leur ai dit en italien de venir, quand ils seront près d'Abidjan, de venir, de venir nous voir, etc. On a un compatriote de ma région, très bien. Donc, je passe très vite, les Italiens arrivent, Range Rover, les Italiens fortunés, très sympathiques, gentils, beaux gosses, les Italiens. Nos femmes, c'est beau. Et c'est un grand valeur. Et parmi eux, ils avaient un Français qu'ils avaient ramassé en stop. C'est de l'époque, qui se proclamait marginal. Je lui ai fait comprendre que le travailleur immigré était autrement marge de la société que lui. Hein. Marginal, enfin, donc subversif. Voilà, subversif, donc révolutionnaire et plus que moi. Et voilà qu'au repas, je vous dis, j'étais contrat local, c'est-à-dire que je n'étais pas coopérant, je gagnais comme un prof de là-bas. Hein, le système. Voilà. Et lui, il y a marre aux problèmes matériels, etc. Mais faites comme moi j'ai pas besoin de travailler pour vivre. Regardez, je voulais traverser le Sahara, je voulais voir l'Afrique, et ben Gélo, il m'a pris en stop. Je lui ai dit en douille, il ne faut pas que tu craches le morceau, il ne fallait pas le dire. Parce que si on fait tous comme toi, qui va nous ramasser en stop? Où ils vont être les Gélo si on fait tous comme toi? Ben, c'est bon ton système. Profites-en, mais ne crache pas dans la soupe et ne le dis pas. Parce qu'il voudra en plus avoir raison et nous faire la morale, c'est quand même extraordinaire. Hein, fais ta petite combine en douce, moi je suis ravi, hein. Je suis très content que tu vois le Sahara. Et voilà, j'ai fait du stock moi aussi. Mais enfin, j'étais bien content que des gens aient des voitures pour me ramasser. Voilà, tout simplement. Donc,
tout citoyen oisif est un fripon. Et je reprends peut-être le passage le plus marxiste, on dirait même le mot le plus marxiste de ce passage de Rousseau, le plus pré-marxien, soyons clairs. Marx a beaucoup d'admiration pour Rousseau, il en voyait aussi les limites de son époque aussi, bien sûr. Alors voici, l'homme, donc je reprends ce que tu avais dit, en dehors de la société, l'homme isolé ne devant rien à personne, Robinson, a le droit de vivre comme il lui plaît. Mais dans la société où il vit, et voilà le mot capital, nécessairement aux dépens des autres. Ça, c'est une nécessité au sens mathématique. Un triangle peut être rectangle quelconque, un chien peut être jaune, noir, blanc. Mais il n'est pas possible qu'un triangle ne soit pas un polygone. Ça, c'est nécessaire, ça fait partie de sa définition. Il n'est pas possible qu'un chien ne soit pas un mammifère. Vous voyez, bien distinguer le nécessaire et l'accidentel dans ce qu'on parle. Si Rousseau, qui s'y connaît en matière de langage théorique, dit que dans la société, on vit nécessairement aux dépens des autres. Et vice-versa, hein. Moi aussi je fais un travail dont je profite, normalement. Il vit nécessairement aux dépens des autres, il leur doit en travail le prix de son entretien. Là, c'est pas la... Vous voyez, Rousseau est en train de parler de devoir, de dette. On est bien d'accord, on parle de la dette, en ce moment on n'en a jamais autant parlé. Mais voilà, il parle d'une dette qui est l'inverse de celle avec laquelle on nous culpabilise. Hein? Les pouvoirs actuels nous culpabilisent, les pouvoirs, pas seulement en France, vous imaginez bien, hein, nous culpabilisent d'une dette accumulée. Il paraît que vous vous êtes vautrés dans la consommation comme des porcs. Comme des porcs. Bon, oui, bien sûr. Hein, toi aussi, tu as trop d'abonnements, toi, tu as trop de C, toi, tu as la meilleure voilette, tu as la meilleure moto, c'est bien connu. Et moi, je suis ceux qui trouvent que je ne consomme pas assez. Et je fais partie des gens, je ne suis pas dans la misère. Hein, je trouve que je ne consomme pas assez, je n'ai même pas dû consommer plus. Ça doit être pour un chadien. Donc, on nous culpabilise à cause de la dette, alors que là, Rousseau renverse tout. Non, il dit, ce sont ceux qui parlent comme ça, n'est-ce pas, qui doivent, ils nous doivent, n'est-ce pas, le travail qui permet de les entretenir. C'est extraordinaire comme renversement. Voilà pourquoi j'ai fait ce détour par Rousseau qui inaugure la réflexion théorique et moderne sur la propriété. Et les peuples ne s'y sont pas trompés, vous savez. Lorsque pendant, vous avez tous lu Hugo les Misérables, lorsqu'on chantait, hein, quand Gavroche meurt, là, et qu'il chante on crève à Nanterre, c'est la faute à Voltaire, on crève à Pluto, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Hein, heureusement que le peuple ne s'y trompe pas, a réuni les deux frères ennemis. Hein, l'un avait la tête économique, l'autre la tête politique, c'est très bien. On va vers Marx, il manque encore la tête théorique. Ils ne doivent pas seulement l'entretien, quand tu fais ton analogie aujourd'hui avec les détenteurs, non pas de la dette, mais les détenteurs de la dette, c'est nous les débiteurs, mais les prétendus créditeurs, c'est juste une passerelle pour qu'on en revienne à la plus-value, ils doivent aussi beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire leur surcroît de richesse. Oui, bien sûr, l'origine même. Donc c'était juste une... Et même le capital de départ. Voilà, une passerelle pour qu'on reparle de la plus-value. Bien sûr. Alors, je voudrais quand même faire une petite précision ici. J'espère que je n'aurai plus à la refaire, tellement qu'elle me semble évidente, et pourtant elle n'est pas du tout. Elle devrait être. Dans toutes mes critiques, quand je me moque de ces puissants qui me culpabilisent, je ne fais aucune attaque à aucune personne physique. Je ne montre personne du doigt à titre de personne physique. Je suis un dirigeant nazi, vous voyez, je vais loin. Je suis marxien. Je suis dans une lutte de classe. Je ne m'appelle pas Staline. Ce n'est pas en supprimant les personnes physiques qu'on supprime les classes sociales. Je tenais à faire quand même cette mise au point qui est capitale. Là où Staline n'est pas du tout marxien, c'est quand il en veut aux personnes physiques, quand il culpabilise l'individu, toi tu es un fils de bourgeois, etc. Et t'as bien sûr, comme si c'est en liquidant les... On peut très bien liquider une classe sociale sans égratigner le moindre individu. Il suffit de changer les rapports de propriété. Voilà ce que je tenais à affirmer aujourd'hui. Hein. Ne croyez pas que je suis en train donc les rapports sociaux d'appeler au carnage. C'est le contraire. Voilà. Alors, l'apport de Marx, et c'est ça qui passe à la théorie de la plus-value, cette fameuse théorie de la plus-value qui est le cœur même de son analyse, qui est un peu le secret marxiste, c'est le marxisme qui est ésotérique, mais précisément il n'est pas, puis qui s'adresse à vous en écrivant le Capital, et qu'il résume très bien, je vous le recommande, si on est découragé par l'énormité et la difficulté de la première partie du Capital, dans ce petit opuscule dont je viens d'apprendre, qui n'est plus disponible en librairie, mais il doit être d'occasion de pouvoir se le procurer. C'est un tout petit fascicule que Marx a écrit dans la même collection, voilà, mais il est épuisé. Qui s'appelle Salaire, prix, profit.
Je vous le recommande. C'est très court, c'est dense et vraiment clair, extrêmement clair. Et vous ouvrez dedans, par exemple, des choses tellement actuelles, comme cette histoire de la soupière. Ce que les patrons de l'époque disaient, vous savez, par rapport aux revendications salariales, c'est pas en augmentant la taille des cuillères que chacun aura plus de soupe. Hein. C'était l'argument. Vous voyez, ça n'a pas changé. Et Marx dit oui, ça veut dire que la quantité de soupe, elle est constante, quoi. Alors, ça arrange peut-être les décroissances, hein, mais moi, ça ne m'arrange pas du tout, les ouvriers encore moins. Voilà, c'est la production qui est décisive. Plus on produira de soupe, plus on pourra faire des cuillères comme ça. Voilà. Il y en a pour tout le monde. Il faut faire attention, je vous ai parlé de l'Afrique. Nous sommes marqués tous, y compris moi, par la mentalité de pénurie. Vous savez, nous avons dans notre inconscient millénaire la hantise de la pénurie. Ne me reproche pas de faire des digressions parce que je suis au cœur du débat. Je me suis occupé d'un centre de formation musicale au Niger, des pays les plus pauvres du monde, et j'ai eu la chance que les élèves que nous avons formés ont été sélectionnés parmi 1000 orchestres africains par UNESCO pour aller à un festival à Abidjan. Et donc, les jeunes gens qui sont partis en avion, ceux qui n'ont pas été retenus dans mon centre, j'ai appris qu'ils allaient voir un marabout pour que l'avion se scratche. Ça vous semble monstrueux, mais non. C'est tout à fait classique, je suis corse, c'est pareil. Ah ben oui, je plastique le café de l'autre parce qu'il fait des affaires et moi j'en fais pas. Il me force à travailler, je sais pas, c'est ça. Voilà. La mentalité de pénurie, il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous êtes obligé de couper ça, oui. Parce que les Corses vont nous plastiquer. Je t'enverrai des cousins tueurs. Voilà, je veux dire, il n'y en aura pas pour tout le monde, méfiez-vous parce que c'est très actuel ce que je dis. On est en train de nous dire, vous savez, le monde est fini, la terre est limitée. Vous entendez ça ou pas? J'invente ça. Et donc le partage sera un peu, comment vous dites là, cheap. Jamais eu autant de richesse. Bon, voilà. Donc, c'est quoi la plus-value? Mais quelle différence avec les mots qui existaient avant? Qu'est-ce qui vient parler de plus-value? Ça fait un peu mystérieux, alors qu'il y a des bénéfices, rente, profit. Ça existait bien avant lui. Et Marx précise bien que la plus-value ne se réduit à aucun de ces mots-là. Elle les explique, mais aucun de ces mots-là n'explique la plus-value. Voilà ce qu'il va suivre. Eh bien, on va être concret maintenant. Puisqu'on parle travail et production. Voilà une tonne de bois brut, une de coup du bois précieux, et là une tonne de chaises ou de tables ou de bois meuble fait avec ce bois. Je suppose, hein, pour simplifier, etc., qu'il n'y a pas de copeaux, qu'il n'y a pas de perte. Une tonne de matière première, on dit, et une tonne de produits finis fait avec cette matière. Bien. Admettons que la tonne de bois vaut 1000 euros, n'importe quoi. Bien. Et sous forme de meubles, je dis aussi n'importe quoi, ça vaut, je dis, 1500 euros, pour dire 2500, peu importe. Ça vaut plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Vous devinez bien, il y a du travail. Donc le plus, c'est quoi? C'est la mesure de la valeur ajoutée par le travail. Oui ou non? Oui. Eh bien c'est simple, eh bien c'est faux. C'est ce que dit Marx. Vous connaissez beaucoup, vous, de système économique où, voilà, le bois m'a coûté 1000 euros, le travail coûte autant, je le vends machin, oui, mon bénéfice là-dedans, il n'y a rien. Si je paye le travail à sa valeur, je ne fais plus rien. Alors vous me direz, ah ben donc, le bénéfice, je fais exprès comme si le plus-value n'existait pas, comme on expliquait avant Marx, n'est-ce pas? Le plus, ben, on va dire, bon, disons que si je calcule le travail à sa valeur fait 1500 euros, ben moi je vais la vendre 1700, comme ça j'ai 200 euros de bénéfice. J'ai le droit. Il a parfaitement le droit. Bah, il ne fait pas ça pour nos beaux yeux, il a raison, pour l'amour de ceux qui aiment les beaux bois. Il fait ça pour la valeur d'échange, il a raison. Une noblesse, la tradition du négoce. Eh bien, je ne vais pas le faire à 1700, je vais le faire à 1900. À 2600, tenez. On peut aller loin comme ça? Et qu'est-ce qui l'empêche d'augmenter indéfiniment son prix? Qu'est-ce qui l'empêche? Non, vous allez me répondre. Bravo, bravo. Vous avez tout compris de Marx? Le malheur, c'est que je ne suis pas le seul capitaliste et qu'il y en a d'autres sur le marché. Je suis pris entre deux feux. Ma volonté de faire un gain, d'accord, et la concurrence des autres qui me fait diminuer. Ah, le curseur où je vais le mettre là. Donc on commence à approcher la plus-value. D'accord?
Donc le plus, là, c'est pas bon, parce qu'il y a la concurrence qui est là. Et vous savez très bien que ceux qui l'emportent, regardez Amazon, parce que c'est l'actualité aujourd'hui, hein, c'est plutôt par les moins qui gagnent. Le génie de Marx d'avoir compris que le truc était dans le moins, la clé était dans le moins. Eh bien, il y a une chose qui n'est pas payée à sa valeur dans tout ça, voilà ce que dit Marx. Il y a un segment dans le procès de production qui va de la tonne de bois à la tonne de bois meuble, il y a un segment qui n'est pas payé à sa valeur. Alors c'est quoi? C'est les machines, c'est ça. Et c'est, pardon? Le travail. Oui, mais pas n'importe quel travail. La machine, elle travaille, entre guillemets aussi, métaphoriquement. Je reviendrai sur cette métaphore. Mais essayez de ne pas payer une machine à sa valeur, c'est-à-dire de ne pas lui donner ce dont elle a besoin. Essayez de conduire une voiture en disant je vais donner moins d'essence, comme ça je vais gagner, moins d'huile. Au bout d'un kilomètre, elle a terminé. Hein. La machine, ça ne marche pas, hein, c'est pas comme nous. Pourquoi? Je passe maintenant à l'autre bout du procès de production. Je vais du côté du patron. Je prends maintenant du côté du travailleur. C'est le travail non prescrit qui n'est pas payé. Pardon? C'est le travail non prescrit qui est pas On y arrive, voilà, on y arrive. On savait trop. Mais comme dit très bien Hegel, ce qui est bien connu, parce qu'il est bien connu, n'est pas connu. Ce qui est familier. Voilà. Et si je regarde du côté du travailleur, pourquoi il est là, lui, d'abord? C'est pas par l'amour du bois, lui, non plus. C'est pas pour faire plaisir au patron qu'il est là. C'est pour gagner sa subsistance. On va revenir après sur les ambiguïtés de ce terme. Pour l'instant, je simplifie, gagner subsistance, on se comprend. Il vient pour avoir de quoi subsister, ça ne veut pas dire progresser. Hein. Ça veut dire, si je pouvais 2 mètres comme aujourd'hui, ce serait déjà pas mal. Je simplifie, hein, c'est ça que ça veut dire subsister. Hein. L'animal subsiste, il y a seul l'homme existe. Les abeilles font le même processus depuis des millions d'années, etc., au Japon ou en France, etc. Elles n'ont pas accès à l'existence. C'est un autre débat. Donc, pour gagner sa subsistance, il faut qu'il reçoive en prix de son travail de quoi reproduire sa force productive, pardon de parler en termes un petit peu qui semblent inhumains et techniques, mais c'est bien pour ça qu'il est là. Alors, combien de temps il faut travailler dans la journée pour mériter une valeur, un salaire, hein, le salaire n'est que le prix du travail, la valeur du travail, pour mériter ma subsistance? Et bien c'est là qu'est le problème. Ça dépend à quelle époque. C'est ça que Marx voit. Ça dépend du développement des forces productives. Il y a une certaine époque où il fallait travailler. Je vous ai dit la dernière fois que quand il y a eu des luttes sociales en Angleterre pour passer de la journée de 14 heures à la journée de 13 heures, y compris par des enfants de 6 ans, sont tous des financiers philanthropes, comme dit le bouquin célèbre. Je vous l'ai dit, hein, parce que les quakers disaient, mais on les met à l'usine parce que sinon ils font les voyous dans la rue, c'est des philanthropes. C'est toujours accompagné de grandes valeurs et de grandes intentions humanistes, vous savez, la chose est plus sordide. Morale. Donc, plus les forces productives augmentent, si vous avez suivi le théorème de la valeur, moins je dois consacrer de temps dans la journée pour reproduire la subsistance. Allez, à prendre un exemple plus actuel, même si c'est le Front Populaire qui nous amène à aujourd'hui. Tout d'un coup, grâce au Front Populaire et aux luttes, pas seulement les idées des uns et des autres, hein, mais les idées incarnées dans des luttes, voilà que le Front Populaire passe la semaine de 40 heures. Et donc, 40 heures. On en a combien aujourd'hui? 5 de moins. Oui, 5 de moins, dites donc. De 36 à aujourd'hui, on a gagné 5 heures. Encore, on va les reprendre. Hein. On va les reprendre avec 35 heures, c'est de là que date tout, comme si la crise était venue de France, les subprimes de Chicago. Bon, peur. On a gagné 5 heures. La productivité entre-temps, entre 1936 et maintenant, a été multipliée par combien? Mais quel 10? C'est d'ordre de la centaine, la productivité. C'est-à-dire, vous savez que la productivité, c'est la production en relation au temps, hein, bien sûr. Le temps qu'il faut pour arriver à la même production, au même produit. 20 ans à une époque, 20 minutes à une autre. Hein. C'est extraordinaire, ça. C'est l'histoire de la technologie et de l'intelligence humaine. Bien. Alors, on devrait travailler combien de temps aujourd'hui? Peut-être qu'on devrait travailler 2 jours par semaine. Non, mais vous voyez qu'on est au cœur du débat. Et on nous culpabilise de ne pas travailler assez. Le curseur, ceux qui se battent pour travailler moins, non pas parce qu'ils sont paresseux ou machin, hein, ils sont comme d'ailleurs ceux qui les emploient, ils aiment bien le temps de loisir, hein, ça peut servir. Hein. Tout de même, que de perdre sa vie à la gagner, comme on dit.
Mais c'est dangereux les loisirs parce qu'on lit. En plus. L'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est ce qu'on disait dans la morale bourgeoise traditionnelle. Et oui, c'est pour ça qu'on a bien raison de mettre les enfants de 5 ans à l'usine, ils ne seront pas vicieux. Voilà. Prenez un Nous, on cercle, les met à l'école. caressez-le, il deviendra vicieux. C'est UNESCO qui est un chef réactionnaire, mais qui est génial. Bon, alors, prenez un cercle, caressez-le. Un mécontent est un pauvre qui réfléchit. Voilà, tout ça va dans le même sens. Je vois que vous voyez que l'abstrait est très concret, parce que vous trouvez des illustrations de chair et de sang, à ces notions apparemment abstraites. Donc le génie de Marx est dans ce moins. Il y a une partie que je paye moins. C'est que l'avantage par rapport à la machine qui se met à grincer et à se déliter, si je lui donne pas ce dont elle a besoin, l'avantage du bonhomme, de ce que Marx appelle la force productive. En gros, productive, c'est le travail humain chez Marx, hein, c'est décodé. Et une partie décisive des moyens de production. Si il peut, en 2 heures, avoir travaillé de quoi emporter sa subsistance, ça n'empêche pas de le garder 8 heures. 9 heures, 10 heures. Ça dépend, hein. Il veut pas. Ah ben tu regardes un autre de tout, comme la misère. Il y a un autre qui va accepter. Hein. L'Angleterre a fait exprès dans le reste de laisser l'Irlande, les pouvoirs réactionnaires anglais, je ne parle pas du peuple anglais, de laisser l'Irlande tout au long du 19e siècle dans une misère noire pour pouvoir faire pression sur ces pauvres salaires. C'est connu des historiens. Pour que s'il y a une grève à Manchester, à Liverpool ou à Bradford ou dans le back country, je veux dire, vous voulez pas bosser, les Irlandais ils ont faim, vous inquiétez pas, on les appelle tout de suite. On appelle des jaunes. Et les jaunes, ça vient des Belges, qui étaient habillés en jaune, et qui venaient dans le bassin mouillé dès qu'il y avait une grève en France, on appelait les Belges qui étaient beaucoup moins payés à l'époque. C'est des vieilles histoires. C'est des vieilles histoires. Armée de réserve. Mais de réserve. Voilà. Vous voyez tout ce qui se dit maintenant sur le travail immigré. Et Marx va jusqu'à dire, en analysant la consommation, parce qu'on dit souvent que Marx n'aurait pas analysé la consommation, c'est un de mes rares points de désaccord avec Gluska. Vous voyez, vous ne croyez pas que je sois sectaire et que je défends mon pote comme ça, envers et contre tout. C'est qu'il, Gluska a le génie d'avoir produit une sociologie de la consommation, ce qu'on avait fait marxiste de la consommation. Sinon, sur la consommation, il y en a très à la donner. De la consommation, et il disait les marxistes n'ont pas assez. Les marxistes, c'est vrai, mais Marx, lui, il en parle de la consommation. On ne peut pas dire qu'il n'en parle pas. Quand on commence à consommer un produit, il s'use. Et les industriels savent très bien calculer le temps moyen d'usure d'une machine, calculer le temps d'amortissement moyen, comme on dit, et réintégrer cette perte de valeur, voilà, dans le prix de la marchandise. Ça, c'est les calculs qu'on connaît depuis la fin du XVIIIe siècle, croyez-moi. Et sans doute d'une manière plus empirique avant, dans la paysannerie, ça savait calculer. Le truc increvable. Mais simplement, ce que je voudrais insister, toutes les marchandises perdent de leur valeur dès qu'on commence à les consommer. Vous le savez, dès que vous commencez à conduire une voiture, elles perdent de sa valeur. Sauf une, dit Marx, avec une marchandise magique. Une seule, sur tout le marché. Pourtant, il y en a des milliards sur le marché. Il y a une marchandise qui, plus on la consomme, plus elle prend de la valeur. Et plus elle m'en rapporte. C'est extraordinaire, c'est le travail humain. Ça, c'est les grandes avancées de Marx. Et c'est pour ça qu'il dit que le capital n'adore rien tant que le prolétaire. Il a une soif de trouver la force de travail, où elle se trouve. Là où elle est taillable et corvéable, comme on dit. Parce que c'est là qu'il tire précisément
la plus-value sur laquelle nous sommes en train de réfléchir. Donc, vous voyez que c'était faux, abstrait ce que je dis. Une tonne de bois, 1000 euros, le bois sous forme de meuble, 1500 euros, opération nulle, comme on dit. Je ne peux pas augmenter indéfiniment le prix, puisqu'il y a la concurrence, je résume l'essentiel de votre entretien, et je vais donc voir le segment de la production où je peux faire du moins. Et ça, c'est la force de travail. Et la partie de la journée, je dis de la journée de travail pour simplifier, hein, parce qu'on en a annualisé, mais à l'époque de Marx, on se battait pour la journée de travail, les journaliers, hein, comme on disait, et auxquels beaucoup veulent revenir, si vous lisez un petit peu autour de vous. Mais une époque de contre-révolution, c'est ça. Hein. Et c'est Une époque de baisse tendancielle de taux de profit. oui. Et la partie de la journée où l'employé, l'ouvrier, le travailleur, peu importe, ça peut être la petite fonctionnaire de poste, hein, contre laquelle tout le monde râle, comme si c'était elle qui était responsable des suppressions d'effectifs et de la queue qu'il y a devant. C'est arrivé d'engueuler les gens dans la queue. Je dis, vous avez voté pour ça? Alors vous n'attendez pas que les personnes obligées, hein? Vous avez beaucoup parlé du travail, donc c'est vraiment intéressant de remettre la définition des concepts de Marx à l'heure actuelle, parce que c'est vrai que ça a été beaucoup battu en brèche, et maintenant on voit que ça revient très très fort. Cela dit, j'avais une interrogation sur le rôle du chômage, parce que vous avez beaucoup parlé du travail, mais il y a aussi le chômage, donc le chômage qui augmente. Et je pense que le chômage, je vais mieux placé que moi pour le dire, a un rôle dans la définition de la valeur. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a beaucoup de chômeurs que les salaires sont bas. On peut faire pression sur les salaires. On peut faire pression sur les salaires. Et ensuite, il y a une analyse qui commence à se répandre, qui dit que si croissance il y a à nouveau, ça sera une croissance sans emploi. C'est-à-dire qu'avec l'augmentation de la productivité, on va faire travailler les gens de plus en plus en les payant très peu, et il faut un volant de chômeurs de plus en plus important pour maintenir justement cette plus-value. Donc est-ce que vous pouvez peut-être expliquer la conjonction des deux, s'il vous plaît? Je vous remercie. Et les vaches seront de mieux en mieux gardées. Tout à fait. Alors, à propos du chômage, je commence. Je vous remercie de poser une question sur le chômage. C'est une question sur le travail, hein, par symétrie. Premièrement, un malentendu, je prends un mot poli, hein, un malentendu qu'on essaie de nous fourrer dans le crâne jusqu'à ce qu'on semble de respirer depuis la naissance, c'est qu'à l'origine du chômage, il y aurait précisément le progrès technique. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez Et c'est comme ça, maintenant on peut faire ça en 3 minutes avec des machines, on n'a plus besoin. Les anciens ont connu les poinçonneuses dans le métro. Heureusement c'est supprimé comme dit, pauvre nana, on va pour rappeler les anciens. Des milliers de copeaux, de petits poteaux de carton, pareil, les petites poules, la chanson de notre ami Gainsbourg, etc. Bon, vous voyez ce que c'est, bon. Et ben voilà, la machine, voilà, ça crée le chômage des poinçonneuses. Pas de pub. Non, surproduction, ça ne veut pas dire qu'on produit trop. Ça veut dire que trop, parce qu'il y a un trop, c'est vrai. C'est trop par rapport à la marge de profit que je voulais faire. Là, j'attends votre question. Lorsque je ne peux plus, parce qu'il y a eu des luttes sociales minces, alors il a fallu augmenter le prix du travail, les travailleurs, etc. Ben, dans ce cas-là, je débraye, je mets au chômage. Là, je réponds à votre question. En réfléchissant, en faisant parler le mot surproduction. On ne produit pas trop de valeur d'usage, mais par rapport à la plus-value que je voulais faire, si je continue comme ça, je vais faire quoi, 3%, là je voulais faire 15%. Vous savez que c'est très d'actualité, vous savez, la pression des actionnaires pour aller s'investir quelques mois, hein, le temps de ramasser les primes pour la création d'emplois, etc., et se tailler après dans un autre pays, n'est-ce pas, en laissant les gens sur le carreau. C'est-à-dire, le but, encore une fois, c'est pas l'usage des produits qui sortent en série, le but c'est de faire une certaine marge. Lorsque moi, employeur, je ne suis plus assuré de cette marge, il me reste cette variable, comme on dit en termes cyniques, cette variable d'ajustement qu'est le chômage. Je vais les mettre au chômage et vous allez voir, en quelques années, ils vont travailler pour 300. C'est ce qui se passe. Je voulais juste apporter, juste citer un petit passage d'un auteur qui a été évoqué au début, avec lequel nous sommes en complet désaccord, mais qui donne une idée de ce que Dominique évoquait au début comme la différence entre le Marx soi-disant exotérique et le Marx soi-disant
ésotérique. C'est-à-dire le Marx qui n'est compris que par celui à contresens par les mouvements ouvriers, et celui des mouvements qui ouvriers, n'est compris que par les intellectuels. Alors, un des tenants de ces thèses, qui est par ailleurs un spécialiste de la théorie de la valeur de Marx, que Dominique a commencé à ébaucher, voit néanmoins une chose que nous avons tous compris et qui répond en grande partie à votre question, ce qu'il considère comme ésotérique justement chez Marx, et qui ferait la valeur encore aujourd'hui de Marx, alors que le Marx des ouvriers, des partis communistes, du mouvement ouvrier, de la dictature du prolétariat, tout ça c'est complètement dépassé. C'était bon à une époque pour les nigauds, mais éventuellement même à l'époque de Marx, mais c'est plus son nom. Mais il salue de quelque chose qui est profondément au cœur de la théorie de Marx, et c'est tout à fait vrai, et qui est dans le prolongement de ce que vient de dire Dominique, qui prouve qu'il n'y a pas d'un Marx exotérique et un Marx ésotérique. C'est bien le même discours. Il n'y en a pas un qui est dépassé et un autre qui serait toujours d'actualité. Parce qu'il évoque ce prétendu Marx toujours présent, à propos précisément de ce que vous évoquez. Je vais essayer de le lire le plus rapidement possible, après on va peut-être arriver, Dominique va conclure la soirée. Alors, mais l'autre Marx, le Marx caché, célèbre son véritable triomphe théorique pour avoir prédit que la société fondée sur le travail abstrait, ça on n'a pas le temps d'en parler, mais Dominique en parlera sans doute plus tard ou la prochaine fois, élèverait une barrière intérieure objective. Ce qui, après la Seconde Guerre mondiale, est apparu comme un vague pressentiment de la montée d'une crise de la société du travail, entre guillemets, c'est un mot de Hannah Arendt, est aujourd'hui non seulement une réalité tangible, mais avait déjà été théoriquement prévu et analysé depuis longtemps par Marx. Celui-ci a réussi cet exploit, peut-être le plus étonnant de sa théorie, ce que l'auteur présente comme quelque chose du Marx ésotérique qu'on n'aurait pas compris, nous les marxistes, qu'on appelait autrefois orthodoxes et qu'on appelle maintenant exotérique. Si vous voulez. Alors, il a réussi, Marx, cet exploit que personne n'avait vraiment vu, mais qui est en réalité aujourd'hui compréhensible, puisqu'il est devant nous, c'est la problématique de la crise en réalité. Cet exploit peut être le plus étonnant de sa théorie par une déduction logique de la contradiction interne qui marque le mode de production capitaliste. D'une part, on considère la dépense d'énergie humaine comme une fin en soi, et d'autre part, on rend superflu le travail en utilisant la science dans un univers concurrentiel anonyme à une échelle croissante. Cette contradiction est la cause la plus profonde des crises capitalistes, et de ce fait la prémisse même de la théorie marxiste de la crise, dont on n'a pas parlé mais qui s'induit de ce que Dominique a commencé à vous expliquer. Tel est aussi le contexte où Marx emploie explicitement le terme prophétique d'effondrement. Les fractures structurelles périodiques dans lesquelles le capital a soifé de substance de travail restent obligatoirement sur sa soif, finissent par aboutir à une situation sans issue, parce qu'en raison de ses propres conditions, le capital n'est, et c'est la réponse à votre question, le capital n'est plus en mesure d'assurer une consommation rentable de quantité de travail suffisante. On revient à ce qui est au cœur de la théorie de la valeur chez Marx. Après, il donne une explication, il explique que là où ça devient particulièrement sensible aujourd'hui, c'est du fait de la dématérialisation. C'est-à-dire que comme on ne peut plus récupérer sur la bête, on dématérialise la valeur et le travail. Il parle de la révolution numérique, mais je ne vais pas alourdir là-dessus. Donc on en revient donc de nouveau à la plus-value, à la théorie de la valeur, mais c'est une manière de répondre à votre question en expliquant que d'un point de vue théorique, qui n'a rien d'ésotérique, parce que nous on avait tous très bien compris ça, nous autres vieux marxistes orthodoxes prétendument, que c'est ça qui est au cœur de Marx depuis le début. Je te rends la parole pour une éventuelle conclusion. Tout à fait dans le fil, ce qui revient à dire, c'est comme si l'employeur disait, je reviens à mon curseur si vous voulez, en deçà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, je vous mets au chômage. En deçà du taux de profit que je m'étais fixé, ben, tant que je suis en deçà, il ne m'intéresse plus de vous garder, de vous employer. Ben, c'est la nuit. Hein. Bien sûr. Et alors, je précise quand même que ceci n'est possible, ce rapport, n'est possible que parce que le contrat de travail au départ, entre l'employeur et l'employé, est fabuleusement inégalitaire. Alors que toute idéologie libérale, et je sais si Marx a épilogué là-dessus, fait croire que le grand avantage du libéralisme, c'est que c'est la rencontre de deux hommes libres. Un employeur, un employé. Il y en a un qui a besoin d'assurer sa subsistance, l'autre qui a besoin de sa force de travail. On est fait pour s'entendre. C'est le monde harmonieux, c'est bisounours comme c'est pas possible. On est fait pour s'entendre. Quel rapport d'égalité entre deux producteurs il peut y avoir, l'un producteur de travail et l'autre de plus-value,
entre quelqu'un qui est en train de voir ses enfants crever de faim, et là donc on a pénétré un petit peu le cœur de la pile S'il vous plaît. le cœur de la pile atomique marxiste, de la théorie de la plus-value. Et je voudrais qu'on n'oublie pas, ce que j'ai dit à petit liminaire, c'est que, des occasions exotériques, c'est que les agrégés de philosophie se demandent encore si la plus-value chez Marx, alors que les ouvriers le comprennent très vite, sur le terrain, ils comprennent très bien ce que c'est que le surtrain. Donc c'est quand même ce cœur mystérieux. Et puisqu'on en est au mystère, je conclurai par un retour en arrière. Prospectif. Je conclurai par un retour en arrière, je vais dire au Marx Plage 1 de la dernière fois, pour j'excuse encore du côté un petit peu confus qu'il y avait pour une première fois, mais tout de même, j'ai parlé longuement, c'est vrai que c'était un petit peu, ça semblait compliqué, de la symbolique de l'inconscient. Parce que la fiche avait comme sous-titre l'inconscient de l'inconscient. J'ai essayé de montrer, thèse qui a été avancée par le seul marxiste contemporain qui est mort maintenant, mais qui a osé proposer cette formule, c'est que l'inconscient de Freud a lui-même un inconscient qui est le monde précisément de la praxis, comme dit Marx, le monde des forces collectives, des rapports de production, et le monde économico-politique, pas seulement économique, c'est un contresens. C'est pas un économisme marxiste, on a vu l'importance des rapports de propriété, des rapports de production qui sont politiques. Chaque époque, un système économique se caractérise par la donnée purement matérielle, et, ça ne pas matériel du tout, ce n'est plus la relation de moi à la chose, mais de moi à l'autre, les rapports de propriété. Voilà. Donc, je reviens en arrière pour simplement dire qu'à partir du moment, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que la plus c'est un mystère, Dieu. Et on revient au symbole. Ouais. Le symbole est toujours un peu plus mystérieux que la comparaison. Si je vous dis, il est noir comme l'ébène, pas beaucoup de mystère, c'est pas la grande poésie. Hein. Il est fort comme un turc, il est noir comme l'ébène, il est fort comme un taureau, etc. Pourquoi il n'y a pas de mystère? Parce que je donne le comparant et immédiatement le comparer. C'est pas ceux qui connaissent bien la littérature et la poésie, c'est-à-dire vous tous, j'en suis sûr, savent très bien que le symbole, c'est pas du tout ça. Pas, si Baudelaire dit vous êtes un ciel d'automne clair et rose, il n'y a pas le comme. Vous voyez, il manque un élément. Et Freud disait que ce qui caractérise le symbole, c'est le tertium quid, le troisième quelque chose. Quid, on ne sait pas ce que c'est. Hein, c'est que je ne donne pas la solution. Il est noir comme l'ébène, sous-entendu comme l'ébène est noir. Il n'y a pas de devinette là-dedans. Or, disait Baudelaire, le beau est toujours étrange. Mystère, il n'y a pas de devinette. Au cœur du mystère du monde moderne, il y a l'extorsion de la plus-value. Il y a l'extorsion de la plus-value au cœur du mystère du monde moderne. C'est important de comprendre ça. C'est pour ça que on ne le comprend pas de manière abstraite la première fois. C'est quelque chose à creuser parce que, précisément, nous l'ignorons, tout est fait pour que nous l'ignorons, mais, et c'est là que je vais conclure, ces choses intérieures et cachées, comme le temps de travail tout à l'heure, qu'on ne voit pas sur la table, hein, vous vous rappelez, le temps de travail qu'il y avait derrière, ces choses cachées, l'intérieur, rappelez-vous ces dernières fois, s'exprime, s'extériorise, c'est-à-dire que d'une manière symbolique, le réel nous rattrape. De l'autre côté, bien croisé Vieillito. Et l'extrait que vient de lire Dominique prouve bien que cette contradiction interne, la bourgeoisie ne la maîtrise pas. Hein, elle voudrait à la fois le beurre et l'argent du beurre. Hein, et quelque part, en arrivant à la crise où on est aujourd'hui, elle y est arrivée par ses propres fins. En poursuivant sa finalité, il y a une contradiction interne, comme dit Marx. C'est pas comme une opposition, comme une armée contre une armée. C'est que la contradiction, elle est à l'intérieur. On l'a vu tout à l'heure. On a vu l'essentiel avec le curseur de la valeur de la marchandise. Il est coincé tout le temps entre faire le maximum de marge et de rester concurrentiel. C'est une contradiction interne. Je voudrais bien conclure là-dessus, parce que ça veut dire que nous concluons sur la notion que je développerai la prochaine fois. C'est pour ça que sur une conclusion, je veux dire en retour en arrière, c'est pour annoncer bien sûr un progrès. La dernière fois, nous allons voir, à propos de ce que Marx dit que je suis au confluent des traditions économiques anglaises, politiques françaises et théoriques allemandes, il faudra quand même aborder un peu ce que signifie, puisqu'on parle d'opposition, de contradiction, la dialectique. Voilà encore un mot dont on nous rabâche, hein, et qui a des sens les plus courants, y compris le plus courant. Ah, vous et votre dialectique, ça veut dire que vous êtes un beau causeur, à la limite, vous voyez, ça a beaucoup de sens très différents. Hein, et donc, je vous annonce ça à l'avance. Pour ceux qui seraient tentés de préparer la question, la prochaine fois, nous parlerons de la discipline, je ne dis pas la science, la discipline qui a pour objet précisément la notion de contradiction interne, c'est la dialectique.
que Marx, bien sûr, a hérité de Hegel, on va l'avoir mis sur ses pieds, on y reviendra. C'est le programme de la prochaine fois. Voilà. Juste une dernière chose que tu avais demandé juste d'évoquer, c'était pour conclure sur la valeur, enfin provisoirement. C'est simplement pour évoquer le fait que oui, Marx, c'est pas fini. Il y a des continuateurs de Marx. Il y a des gens qui savent utiliser efficacement non seulement la dialectique, mais l'heuristique marxiste, et y compris sur cette théorie de la valeur, et qui sont capables de faire beaucoup mieux que les gens qui s'ébobissent du Marx ésotérique toujours vrai pour simplement ratiociner en réalité par rapport à celui qui était en acte jadis, autrefois, au temps des grands récits progressistes. Non, les deux sont homogènes chez Marx. Et ça continue, ça se renouvelle. Donc, et il se trouve que c'est quelqu'un que les gens qui fréquentent parfois la librairie ou les milieux, on va dire, progressistes français ou parisiens connaissent un petit peu, et qui s'appelle Bernard Friot. Il s'est saisi de la théorie de la valeur purement marxiste, et je vais vous citer juste une définition, parce qu'il a pris la peine de définir les mots, comme Dominique l'a dit, en précisant à sa manière, un peu, de dire de quoi on parle quand on parle de valeur. Alors, je vous la fais bref, puisque c'est la conclusion, juste un paragraphe, la définition de ce qu'il appelle la valeur économique, qui est justement dans un rapport dialectique, ce dont Dominique va vous parler dans 15 jours, puisqu'il n'y aura pas de jeudi prochain, puisque c'est le 15 août, eh bien, comment dialectiquement, à partir de tout ce qui vient d'être dit, on peut aboutir à quelque chose de très concret, puisque les idées de Friot aboutissent sur des revendications concrètes, hein, comme en 1936, comme dans le Grenelle de Ségui, qui a débouché sur le doublement du SMIC, les semaines supplémentaires de congés, les droits syndicaux, etc. C'est-à-dire il s'agit d'avancer vraiment progressiste sur notre manière de vivre. Alors Friot, qui est exactement dans cette logique-là, et dans le droit fil de la dialectique de Marx sur la théorie de la valeur, définit ce qu'il appelle la valeur économique, ou valeur. Toutes les valeurs d'usage ne se valent pas, non pas par nature, mais parce que les rapports sociaux en décident ainsi. Tout le monde n'est pas reconnu comme producteur. Tous les biens et services ne sont pas porteurs de valeur économique. Toutes les activités ne sont pas productives. Toute la richesse que représentent les valeurs d'usage n'est pas reconnue comme valeur. On vient de récapituler ce qui vient d'être dit. Expression de la valeur économique et donc des rapports de pouvoir dans une société, ce qu'on a appelé la propriété tout simplement, ce que Marx appelle la superstructure. La monnaie, dont on a peu parlé, mais dont on aura certainement l'occasion de parler. La monnaie n'est donc pas la simple quantification diaphane des valeurs d'usage. C'est un enjeu de pouvoir. Si, dans le capitalisme, là où nous vivons, la valeur économique est la valeur d'échange, ça n'est pas parce que les valeurs d'usage doivent être échangées, c'est parce que l'extorsion de survaleur, dont on vient de vous parler, dans la production, passe par l'échange entre force de travail et salaire sur le marché du travail, et entre produits et prix de vente sur le marché des produits. Dans la convention salariale, les biens continuent. Alors, la convention salariale, c'est la revendication de Friot. On parlera, si vous vous intéressez à Friot, il a beaucoup de présence sur Internet. On vous expliquera une autre fois ce que c'est que son projet de convention salariale. Dans la convention salariale, les biens continuent à être échangés, mais la valeur travail est remplacée par la qualification personnelle, la capacité d'actif. On revient à la question d'origine, d'être actif, le rapport entre activité et travail. La valeur travail est remplacée par la qualification personnelle. La valeur économique n'est plus une valeur d'échange. Point. Maintenant, merci Dominique, merci à tous d'être là. Et la prochaine...